Barbara, 28 ans, créatrice d'un petit salon de coiffure en région parisienne installé depuis 2 ans. Et on revient à la question du financement. Il est si difficile d'accéder au financement bancaire. Si je me transforme en EIRL, ce sera encore pire. Pas de garantie, pas de financement, c'est normal, même si on me dit le contraire. Vous voyez le scepticisme quand même sur le terrain des entrepreneurs. Ils sont vraiment dans le concret, dans les contraintes du quotidien. Et à côté, on leur dit, mais n'ayez pas peur, vous allez affecter un patrimoine. Et vous avez raison de souligner le paradoxe sur l'aspect immobilier. Un patrimoine donc limité aux seuls biens nécessaires à l'exercice de l'activité. Les banques vous vont suivre comme si c'était tiers. Est-ce que c'est crédible, ça, franchement, Régis? Moi, je ne pense pas. Ce qu'il ne faudrait pas non plus. Je sais qu'il y a eu des conventions entre les banques, d'une part, et Monsieur le ministre Lefebvre, ainsi qu'une convention avec la CIAJ et Oseo. Mais le problème, il ne faudrait pas non plus que la CIAJ prenne tous les risques pour que les banques puissent se prêter. Ce n'est pas le but non plus. Hein, parce que d'abord, les fonds ne sont pas éternels, même à la CIAJ, et que donc, il faut qu'il y ait une juste répartition, je vais dire, des risques entre les banques et les sociétés de caution. Dire les sociétés de caution prennent 70%, les banques ne prennent plus que 30%, c'est très bien. Mais il arrivera un moment où les sociétés de caution ne suivront plus. Moi, je connais un dossier de création qui est actuellement en cours. Ça fait 3 mois qu'on attend la décision de la banque. On a 2 banques qui sont d'accord. C'est la CIAJ qui, pour l'instant, n'y va pas. Donc on s'aperçoit que d'un écueil, on passe à un autre. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire tout peser les risques sur le même. Hein, alors ça, je pense que c'est important aussi. Hein, quant à l'auto-entrepreneur, j'y reviens 2 secondes. Est évident vous n'êtes pas d'accord, je crois. Si, mais on est toujours d'accord, Agnès. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Simplement, je n'étais pas d'accord. Enfin, je ne connaissais pas cet accord. Et quelque part, on est d'accord sur le fond. L'auto-entrepreneur, tel qu'il a été créé, sans aucune obligation, ça ne peut pas continuer. L'auto-entrepreneur est fait pour mettre le pied à l'étrier à de jeunes créateurs. Il n'est pas fait pour que des gens puissent travailler au noir. Je crois qu'il faut parler très clair. Hein? Bravo. Jean-Pierre Caussin, à défaut de révolution juridique, est-ce qu'on n'a pas assisté en France ces derniers mois, à travers ce débat sur l'EIRL, à une révolution culturelle? Je veux dire qu'on a toujours promu la culture du risque entrepreneurial dans ce pays, en ne dissociant pas la mise en danger, quelque part, de l'entrepreneur, de son projet économique. Et aujourd'hui, il y a une culture de la protection, du zéro risque, qui semble s'installer. Est-ce que c'est pas nouveau, ça, dans le discours de la puissance publique? Écoutez, d'abord, avant de répondre précisément à votre question, je vais essayer de rebondir sur 2 ou 3 observations qui ont été faites, notamment sur celle de l'auto-entrepreneur. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre vous. Simplement, il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème, il faut ne pas se le cacher. C'est qu'il n'y a aucun contrôle possible de l'auto-entrepreneur, sauf recoupement sur certaines professions. Disons les choses comme elles sont. Alors vous avez des auto-entrepreneurs qui sont tout à fait corrects, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il faut le savoir. Et donc, moi j'ai une proposition que j'ai déjà développée, c'est qu'il faut mettre quelque part une obligation. Non pas de la TVA, parce que... CGA. Voilà, CGA. Moi, mon idée, je ne suis pas démagogue, parce que je l'ai dit dans d'autres lieux qu'ici, mais je pense qu'il faudrait créer un minimum d'obligations, et dont celle de l'adhésion obligatoire et gratuite. Excusez-moi pour vous les CGA. Je crois que ça freine un peu l'enthousiasme de Pierre. Agréé, de manière à ce que l'on... Un demi-tarif, monsieur Caussin, ça va contenter tout le monde. Ce créateur puisse avoir un lien quelconque avec un organisme susceptible, 1, de conseiller, 2, de valider un certain nombre de choses. Et je crois que c'est une réflexion qu'il conviendra avoir. Il faut un minimum d'obligations et la gratuité. Parce que s'il n'y a pas la gratuité, il y aura des oppositions, ça ne sert à rien. Ça, il me semble, c'est la première question qu'il faut traiter du point de vue de l'auto-entreprise. Ça fait débat. Oui, mais c'est pas grave, c'est une question de... C'est une fausse question de savoir si c'est gratuit et quel montant. Sur la culture du risque. Alors, sur la deuxième question, non, avant ça, il y a le financement. Excusez-moi, parce que le financement, ce n'est pas le IRL qui va interdire les financements ou les rendre plus difficiles. Il faut toujours essayer de répondre concrètement. Est-ce que votre coiffeuse qui souhaite avoir de l'argent et qui en a,
est-ce que l'EIRL ferait qu'elle n'en aurait plus? La réponse, évidemment, non. C'est un lien, ça supprime aucun avantage. Évidemment, si le banquier va peut-être demander des cautions personnelles, pourquoi pas? Ça peut arriver. Mais le statut lui-même, de mon point de vue, je peux me tromper, n'est pas un handicap au financement de l'entreprise par rapport à l'entreprise classique. On verra comment ça va se traduire en pratique. Dernier point, et puis après Agnès Bricard. Si vous, on peut ne pas être d'accord, bien entendu, mais quand je suis un exploitant qui n'a aucun patrimoine, qu'est-ce que vous allez négocier avec le banquier de différent, parce que vous êtes dans une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou dans une entreprise individuelle? Très franchement, le banquier, il est devant les mêmes garanties, c'est-à-dire aucune. Oui, mais sauf que les exploitants sans patrimoine et qui n'ont rien à apporter, en général, passent par des sources de financement un peu alternatives, comme le microcrédit ou d'autres choses comme ça. Ils continueront à le faire, simplement pour les professionnels. Le jour où vous aurez créé une entreprise individuelle au lieu d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, et que précisément l'entrepreneur va laisser un passif qui sera de 30 000 euros, 20 000 euros, comment il va le payer s'il n'a pas l'URL? Il va le payer sur ses prélèvements, sur ses rémunérations quand il sera vendeur dans un supermarché. Et ça va durer 10 ans. Et un jour, il rencontrera un avocat qui lui dira « Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas eu un expert comptable qui t'a expliqué que c'est le URL. Parce que dans ce cas-là, on ne te ferait pas de retenue sur salaire. » Vous verrez que ça va marcher automatiquement grâce à ça, parce qu'il y a un défaut de conseil. Donc ça, c'est les sujets principaux. Alors, est-ce que c'est, quand on dit ça, est-ce que c'est ne plus accepter le risque? Parce que c'est ça votre question. Non, c'est pas ma question, c'est dans le discours, on est parti d'un discours qui valorisait le risque, et aujourd'hui c'est la recherche de la protection absolue. Oui, enfin, il ne faut pas exagérer sur la valorisation du risque. Pendant longtemps, c'est le discours qu'on nous a servi. Non, on crée des sociétés de capitaux pour limiter le risque aux apports depuis toujours. Alors, il ne faut pas commencer. Il y avait justement que les petites entreprises et les petits exploitants qui avaient le risque généralisé maximum. Et c'est quand même naturel qu'on arrive à une situation d'équité avec les grandes entreprises. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de difficultés dans le discours. C'est tout à fait un équilibre nouveau, peut-être nouveau, mais qui correspond à une réalité. Parfait. Agnès Bricard et puis Régis. Non, d'abord Agnès. Je rebondis sur la sécurité. Oui, c'est vrai que l'EIRL a été élaborée, construite pour sécuriser totalement. Et donc, dès lors qu'on affecte des biens au niveau de son exploitation et qu'on retire les biens privés, il a été dit, deuxième principe, que dès lors, on n'avait pas à donner de caution aux banquiers. C'était ça le principe même qui fonde le fait que quand au niveau du financement, on arrive chez un banquier, il dit bien sûr, je vais prendre sur vos biens privés, puisqu'en mettant votre signature, je vais au-delà de vos biens professionnels. Donc, dès lors qu'on a dit qu'on affectait et qu'on mettait uniquement ces biens professionnels, le banquier est handicapé par le fait que la signature s'arrête. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est bien le fondement même de l'EIRL. Et pour réagir à ce point-là, parce qu'on a bien vu que les banques allaient continuer à demander, et on s'est dit que ça allait détricoter. C'est quoi détricoter? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez affecté, les banques vous redemandent vos cautions, et du coup, ça repart sur vos biens privés, et donc c'est pas la peine d'avoir fait une EIRL, il faudra en refaire une 3 ans après. C'est pour ça que le ministre, et je me souviens quand on a été consulté, j'ai dit, il faut, monsieur le ministre, que vous signiez un accord avec Oseo, la CIAGI, Interfimo et Socama. Parce qu'on oublie que Socama, Banque Populaire, c'est aussi la 4e au niveau garantie qu'on connaît. Caution mutuelle de l'artisanat. Voilà, donc il y en a 4 en France. Et j'ai dit, il faut que vous signiez. Il a signé avec 2, et qui ont donné 70%. Mais sachez que la Socama, elle fait 100%. Toujours Oseo et CIAGI font 70%. Mais tout le monde oublie que Socama, Réseau Banque Populaire, c'est 100%. Donc j'ai demandé que les 30%, avec évidemment M. Moutot, qui est le directeur général de M. Alain Griset. C'est important de savoir qu'on a travaillé ensemble avec François Moutot, qui est le directeur général d'Alain Griset. J'ai dit, il faut qu'on aille demander un accord aux banques pour que les 30% qui manquent, ils ne les réclament pas. Et le ministre a fait signer les banques, les 5 réseaux bancaires, sur le fait qu'elles n'ont pas à réclamer les 30%. Ça, c'est le fondement même de la réussite de l'EIRL. Donc n'allons pas détricoter ce que nous avons tricoté
en faisant un patrimoine d'affectation. Ça, c'est la culture même. Alors c'est là où la chancellerie, que j'adore, à l'infini, a commencé à réellement dire « c'est pas comme ça ». Eh bien oui, au niveau de l'économie, on a décidé que c'était comme ça. On en rêvait, ça se passait comme ça dans les pays anglo-saxons. On n'entachait pas ses biens privés. On jouait que sur ses biens professionnels. Ça, c'est ma première réponse, évidemment, au président, mais évidemment au professeur Cossin. Et la deuxième question, sur les auto-entrepreneurs, je voudrais juste vous dire 2 chiffres. 1, on a perçu 800 millions d'euros avec les prélèvements libératoires, sociaux et fiscaux des auto-entrepreneurs. On attend 1 milliard supplémentaire si on les accompagne au bout de 3 ans, et notamment dans ce que vous avez dit, qui est le fait de dire adressez-vous soit à un expert comptable, soit à un OGA, et on l'a écrit. Il y a 1 an, l'amendement de Courson qui est arrivé la semaine dernière, il existait depuis 1 an. Mais le problème, c'est quand de Courson l'a sorti la semaine dernière, grosso modo, c'est qu'il avait été nommé chef de projet par rapport à la fraude fiscale. Et à ce moment-là, l'Union des auto-entrepreneurs a dit « Pourquoi nous sommes stigmatisés alors que d'autres fraudent en France ?» Et oui, il y en a d'autres, il a dit « Regardez la micro-entreprise, regardez les autres, pourquoi c'est nous ?» Alors parce qu'il y avait une stigmatisation, il ne faut jamais oublier la macro, j'ai fait un accord en disant ça sera dans une démarche volontariste l'accompagnement, mais bien sûr, tout à fait ce que disait Jean-Pierre Cossin tout à l'heure, il faut que ça soit les OGA. Je ne parle pas de la gratuité, parce que je peux vous dire que quand François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, m'a demandé de parler de prix, j'ai dit de toute façon que c'était une cotisation de 50 à 150 euros, grosso modo. Et que c'était ça, aujourd'hui, ce qui était nécessaire pour faire un diagnostic, comme les voitures. Parce que vous avez vu que les voitures, quand on fait le diagnostic, contrôle technique, c'est pas dans le garage habituel. C'est dans des endroits qui s'appellent des contrôles techniques. Ce sont d'autres que des garages. Et là, on paye bien quelque chose, mais qui n'est pas très cher. Donc, entre la gratuité auquel je ne crois pas, et le fait d'avoir justement un montant qui correspond à une cotisation d'OGA, je trouve que c'est plus raisonnable de donner du sens à de l'accompagnement de cette manière-là. Et c'est vrai qu'il fallait qu'on le fasse ensemble, parce que quand on crée l'union des professions comptables OGA, UNPC OGA, dont vous parlera Joseph Zornotti tout à l'heure, je vous assure que de porter pour la première fois une marque ensemble, c'était essentiel, on l'a fait et on croit à l'accompagnement, parce que c'est 1 milliard de plus. Donc c'est important. Et quand on parlait de l'économie souterraine, ce n'est rien d'autre que les auto-entrepreneurs, d'avoir monté et sorti de l'économie souterraine des hommes et des femmes qui de tous les cas travaillaient comme ça. Et le fait de les sortir en auto-entrepreneurs, c'est un premier début de 800 millions d'euros pour faire demain peut-être 2 milliards. Donc c'est ça aussi les auto-entrepreneurs, avec le revers de la médaille, mais au moins avec une position de masse et de volumétrie. Oui. Régis, et puis après, je donnerai encore 2 questions d'entrepreneurs. Régis. Je vais répondre sur le même sujet. D'abord, le IRL, pourquoi elle ne marche pas? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Je pense que... Il y a eu une grosse campagne de communication quand même à l'automne dernier. Oui. Le ministre a écrit à tous les entrepreneurs individuels. Mais qui est très diffuse, et puis ça se traite au cas par cas. Moi, je dis, profitons du partenariat entre la profession comptable, le Conseil Sup et l'Union, et les OGA, pour justement créer des séances où on pourrait accueillir des créateurs, leur expliquer ce qu'est le IRL, quels sont les risques, quels sont les avantages. Il y a surtout les avantages, bien sûr. Et puis, au moins, à ce moment-là, ils pourraient prendre des décisions en connaissance de cause. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour dire franchement ce que je pense de l'EIRL, il existe des sociétés à capitaux. Il existe des sociétés à capitaux variables. Eh bien, disons que l'EIRL, ce sera une société à capital d'avenir. Parce que les gens qui créent de l'EIRL s'engagent à mettre une partie de leurs bénéfices au moins, c'est-à-dire à ne pas tout prélever comme peut le faire quelqu'un qui est en individuel, s'engage à ne pas tout prélever pour faire augmenter son capital au fur et à mesure. C'est en ce sens-là que ça peut être un capital d'avenir. La création d'entreprises, c'est l'avenir de la France, donc l'EIRL, c'est l'avenir de la création.